Binge Audio présente 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça fait plus de 40 ans que l'humanité vit avec l'épidémie de VIH-Sida. Et ça fait également 40 ans que des militants, des associations, des anonymes et des célébrités se battent pour défendre les droits des personnes séropositives, pour l'avancée des traitements et pour leur accès à toutes et tous. Un combat qui a mené à de grands succès, qui a permis de faire que la séropositivité ne soit plus systématiquement une condamnation à mort. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce combat soit terminé. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode signé Mathis Grosso en partenariat avec l'association Aide. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme. Je me demande souvent ce qui me serait arrivé si j'étais né 30 ans plus tôt. Ça aurait été quoi mes années 80 à moi ? Des soirées à faire virevolter mon mulet sur de la house ? Des dimanches à faire crisser les pneus de la R5 sur le parking de Mammouth ? Est-ce que je me serais défini comme bisexuel, comme David Bowie ? Je les aurais passés où mes après-midi ? Devant Platine 45 avec Pierre Lescure, au fil d'une permanence téléphonique de l'association Aide ? Au cimetière, pour enterrer une connaissance, un ami, un amant ? Ça aurait été quoi mes années 80 ? Ignorer les rumeurs de ce qu'on a appelé le cancer gay, fustiger ceux qui mettaient à mal ma liberté sexuelle autour de laquelle j'aurais construit mon identité sociale, ignorer, fermer les yeux jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que je sois forcé de les ouvrir. Aux États-Unis, on n'en finit plus de parler du sida, ce mal mystérieux qui s'est propagé surtout dans la communauté homosexuelle et qui s'est révélé mortel pour près de 500 personnes. Le fait qu'on ne sache toujours pas guérir ce mal commence à provoquer un véritable vent de panique dans tout le pays. Il faut rappeler qu'une 50aine de cas ont été décelés en France. Aux États-Unis, le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, frappe surtout 3 catégories de personnes. Les homosexuels, les drogués et les haïtiens. L'histoire de la lutte contre le VIH-Sida est un récit dans la marge. Pas seulement celui des hommes gays et bisexuels, même si ce sont eux qui sont en majorité représentés dans les œuvres de fiction où il est question du sida. Le 25 juin 1984, le philosophe Michel Foucault meurt du sida sans que personne ne le sache. Même son compagnon Daniel Defer le découvrira plus tard, par hasard, en tombant sur un document administratif. En réaction au silence, aux mensonges des médecins quant à la cause du décès de celui qui partagea son intimité, ses idées et ses combats politiques pendant plus de 20 ans, Daniel Defer fonde Aide. La structure, née de la colère et du deuil, deviendra la première association française de lutte contre le VIH-Sida. Le 25 septembre 1984, 13h15. Chers amis, nous avons à affronter et institutionnaliser notre rapport à la maladie, l'invalidité et la mort. La communauté sera bientôt la population la plus informée des problèmes immunitaires, la plus alertée sur la sémiologie du sida. Et les médecins continuent encore leurs scrupules déontologiques à taire ou non la chose aux malades. 40 ans plus tard, Aide, c'est une association de santé qui agit sur le terrain dans 51 lieux de mobilisation, partout en France. Pourtant, aujourd'hui, seuls 49% des Français et des Françaises savent qu'il existe une différence entre VIH et SIDA. Ils étaient 61% en 1988. Le VIH, c'est le virus d'immunodéficience humaine. Mais quand il n'est pas traité, on peut développer le SIDA, c'est-à-dire que le corps perd ses défenses immunitaires. Et les patients, souvent âgés de 30 ans à peine dans les années 80-90, contractent tout un tas de maladies. Tuberculose, infections bactériennes graves, lymphome, sarcome de Kaposi. Aujourd'hui, une personne séropositive sous traitement n'atteint pas le stade SIDA et ne transmet pas le VIH, y compris lors de rapports sexuels non protégés. Pourtant, 77% des Français et des Françaises pensent qu'il est possible d'être contaminé au VIH en ayant un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive sous traitement. Alors, que reste-t-il de ces décennies de lutte ? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans la vie des personnes vivant avec le VIH ? Après 40 ans d'action, des annonces par centaines de représentants politiques et 42 millions de morts dans le monde, en a-t-on fini avec le sida ? Est-ce seulement possible ? Je suis Mathis Grosso et dans cet épisode en partenariat avec Aide, je suis allé à la rencontre de militants et de militantes de l'association pour trouver la réponse.
pense qu'au début, Aide s'est vraiment constitué à partir de la colère qu'avaient les malades de voir qu'il n'y avait aucune solution et du fait qu'il fallait se mobiliser ensemble pour faire pression, pour trouver des solutions, pour stopper les discriminations qui étaient énormes dans les années 80. Bruno Spire rejoint Aide en 1988. À l'époque, il est un jeune chercheur en virologie. Il travaille aux côtés de Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, qui a découvert le VIH, c'est-à-dire le rétrovirus responsable du développement du sida, ou syndrome d'immunodéficience acquise. Alors qu'il doit la remplacer pour un compte-rendu de conférence, Bruno Spire rencontre pour la première fois les militants et militantes de Aide. C'était en 1987, à Paris. Et là, j'ai trouvé des gens que j'ai trouvés extraordinaires, qui m'ont un peu ouvert sur des questions sociétales et pas seulement les questions scientifiques pures de virologie. Et en tant que jeune gay, je me sentais vraiment concerné par cette question du VIH. Bruno Spire rejoint Aide Marseille et c'est le début d'un long chemin avec l'association. Cette même année 1988, Daniel Defer décrivait le rôle essentiel que jouait Aide à cette période. C'est une maladie longue. Entre le moment où on découvre sa séropositivité et le moment où on est confronté à des symptômes, il peut se passer des années. Et pendant ces années, il y a des moments clés où l'on a besoin d'un soutien. Ça peut être le moment où on découvre des taches sur son corps. Ça peut être le moment où on doit annoncer à son entourage que l'on est malade. C'est le moment où on entre à l'hôpital. C'est le moment où on sort de l'hôpital. Le moment où on reprend son travail. Le moment où on est confronté à sa maladie au sein de la société. Parce que ce n'est pas une maladie qui se déroule principalement dans l'hôpital. Bien sûr, les phases lourdes se déroulent au sein de l'équipe hospitalière. Mais le long terme de la maladie, c'est dans la société. Et c'est à ce moment-là que les gens, dans ces périodes de crise, font appel à l'association. À l'époque, les malades sont traités avec de l'AZT, un médicament initialement développé contre le cancer qui réduit le nombre d'infections opportunistes et améliore l'espérance de vie des malades du sida. Mais les effets secondaires sont nombreux, douloureux, alors que l'amélioration, elle, reste temporaire. Les traitements ne font que repousser de quelques années l'espérance de vie. Un dépistage positif au VIH, c'est alors un arrêt de mort. Dans les années 80-90, on allait à des enterrements très régulièrement. On avait quasiment un abonnement à Aide à Marseille chez un fleuriste parce qu'il fallait, on amenait des couronnes de fleurs sans arrêt. Il y avait des militants avec qui moi je faisais des permanences téléphoniques. La semaine suivante, on apprenait qu'ils étaient décédés. C'était extrêmement violent, extrêmement dur. Et en même temps, on savait très bien que si on se battait pas, eh bien, ça allait continuer cette situation. Il fallait faire pression pour qu'on trouve des traitements, pour qu'on s'occupe de nous. Vous savez, l'épidémie de VIH, c'était une épidémie qui a été gérée par les associations et par les médecins. Et à l'époque, les politiques ne s'en mêlaient absolument pas. Il a fallu faire beaucoup de bruit pour qu'on parle du VIH dans l'espace public. Parce que c'était un peu sulfureux. Ça concernait des populations qui n'étaient pas forcément du grand public, même s'il y a des personnes hétérosexuelles non-usage de drogue qui peuvent s'infecter, mais la majorité était dans des groupes marginalisés et du coup c'était politiquement très incorrect. Et donc on savait très bien que si on ne se battait pas nous, personne ne le ferait à notre place. Avec la pression que Aide et les autres associations de lutte contre le VIH-Sida exercent sur les pouvoirs publics, le vent tourne. Pour faire face au sida, déclaré grande cause nationale en 1987, Michel Barzac, ministre de la Santé, annonce la levée de l'interdiction de la publicité pour le préservatif. Une grande victoire pour Aide, qui porte alors ce plaidoyer depuis 2 ans déjà. J'ai l'intention d'abroger cette loi de telle façon qu'on puisse vraiment faire d'informations à ce sujet, qu'on puisse bien expliquer que c'est le seul moyen de protection concret dont nous disposons aujourd'hui. En 1989, malgré la mise en place du dépistage anonyme et gratuit et la création de 3 institutions chargées de coordonner la recherche, penser l'éthique autour des politiques de santé et assurer la prévention, la France, avec plus de 7000 cas déclarés de sida depuis 1982, est le pays le plus touché en Europe. En 1995, les premiers traitements qui permettent de bloquer le virus dans l'organisme arrivent en France. Les traitements ont quand même changé les choses puisque ça a permis de chroniciser la maladie, on peut vivre avec. En 2008, un seul médicament suffit à suivre la trithérapie. 3 ans plus tard, on sait que lorsque la charge virale est indétectable, elle est intransmissible. On découvre qu'il est possible pour les personnes séropositives d'aimer, d'avoir des relations sexuelles, d'avoir des enfants, sans risquer de transmettre le VIH.
En fait, nous, on a porté très très vite les premiers résultats scientifiques, mais personne n'y croyait, comme quoi une personne séropositive, quand elle est traitée, elle ne contamine plus. Il a fallu qu'on se batte. On était très seuls au début, maintenant. Tout le monde est d'accord avec nous. Une personne séropositive s'est établie quand elle est traitée efficacement, elle ne transmet plus la maladie, mais ça a été aussi un grand combat. En 2016, on développe aussi la PrEP, un cachet à prendre avant et après une potentielle exposition au VIH, comme un rapport sexuel par exemple, pour empêcher la transmission. Aujourd'hui, ce traitement préventif est remboursé et peut être prescrit par les médecins généralistes grâce à un plaidoyer mené par Aide. Mais au-delà même des traitements, la lutte contre le VIH-Sida a profondément bouleversé la société. Dans sa biographie, Daniel Defer raconte que l'épidémie a imposé au corps médical de nouvelles missions, un travail de soins, d'écoute, d'information. La lutte contre le VIH-Sida n'est pas une lutte isolée. La loi sur le droit des malades, l'accès à son dossier médical, l'aide à domicile, ces avancées permises par la lutte contre le sida ont bénéficié à la société tout entière. C'est ce que m'affirme Bruno Spire. Toutes les questions autour de la douleur qu'il y a maintenant dans toutes les maladies, c'est quand même la lutte contre le sida qui l'a apporté. La nutrition à l'hôpital, c'est la lutte contre le sida qui l'a apporté. C'est comme le droit au séjour pour soins, l'aide médicale d'État, tout ça c'est des combats de la lutte contre le sida qui s'étendent bien sûr à d'autres pathologies graves que le VIH et qui est aujourd'hui remis en question par certains et qui va faire qu'il va falloir qu'on se mobilise de manière très intense pour conserver ces droits dans l'intérêt de la santé publique et l'intérêt des personnes bien sûr. Aide lutte aussi contre les politiques répressives menées à l'encontre des usagers et usagères de drogue et des travailleurs et travailleuses du sexe. Les lois actuelles les exposent à la stigmatisation et à la clandestinité, ce qui entrave l'accès aux soins et à la prévention. Sur le terrain, Aide organise des maraudes auprès des travailleurs et travailleuses du sexe et propose depuis de nombreuses années des actions et outils de réduction des risques liés à l'usage de drogue. On voit la difficulté qu'on a d'avoir des salles de consommation supervisées en France, mais on a obtenu les premiers distributeurs échangeurs de seringues, en faisant d'ailleurs de façon illégale de l'échange de seringues dans les locaux de Aide. Donc on a vraiment pris à bras le corps cette question de réduction des risques auprès des usagers de drogue. Aujourd'hui, Aide gère une vingtaine de CARUD, des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques des usagers et usagères de drogue, qui proposent du matériel stérile et un accompagnement adapté aux personnes qui consomment des produits. Voilà, salle de réunion. Par là, on a la cuisine. Ici, la Normandie, on fait CARUD aussi. CARUD, tu sais ce que c'est? Non, du tout. Ah, c'est l'accueil des usagers de drogue. Donc, du coup, comme ils ont les chiens, ils ont les choses, on a un coin cuisine, même si le four ne marche pas. Les personnes peuvent se chauffer une petite soupe, ils peuvent prendre une douche. Là, c'est douche, toilette. Là, c'est l'accueil général. Au milieu des années 90, Joséphine pousse la porte d'Aide sur les conseils de son médecin. Elle vient d'apprendre sa séropositivité et découvre à Rouen ce lieu où on l'écoute sans la juger. Le début, c'était juste parler de la maladie, des perspectives, du vécu, des difficultés avec les médicaments, avec les personnes. C'était plus salariés, mais il y avait aussi les personnes qui étaient séropositives. Surtout les jeudis, c'était un accueil général. Et on nous accueillait autour d'un café, d'un thé. Moi, j'avais un chez moi, je n'avais pas besoin de logement ou quoi que ce soit, mais il y avait des personnes qui étaient accueillies, qu'on orientait, qu'on donnait les premiers logements, par exemple les sans-abri, à qui on donnait les tickets de bus, des choses comme ça. Et je trouvais ça chouette. Aujourd'hui, Joséphine est volontaire à Aide, mais aussi élue. Elle fait remonter les besoins du terrain. Avant d'arriver en France, Joséphine était infirmière, mais pas question d'arriver dans l'association avec une approche de sauveuse. On n'est pas les savants et les autres les non-savants. Chaque personne peut apporter quelque chose. Et c'est cette philosophie qui m'a fait tenir pendant si longtemps. Oui, peut-être au départ qu'il y avait cet esprit d'infirmière que je vais sauver le monde, mais non, après, avec la formation, avec l'expérience de Aide, on voit vraiment cette richesse. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de patient, il n'y a pas... Chaque personne à sa place peut apporter quelque chose. On ne fait pas pour les autres, on fait avec la personne. Ce qui est au cœur d'Aide depuis sa création, c'est la démarche communautaire en santé. C'est-à-dire que les actions sont développées par et pour les personnes concernées. Aide considère que ce sont les mieux placés pour trouver des réponses adaptées à leurs besoins.
Avec cette expertise sur leur propre vécu, elles reprennent le pouvoir. Elles sont actrices de leur santé. C'est à partir de ces réalités individuelles que les militants et militantes de l'association apprennent les uns sur les autres. Par exemple, sur l'utilisation de drogue. Déjà, j'étais nulle, je ne connaissais rien. Sur les pratiques sexuelles. Même en étant infirmière, il y a des choses que j'ai découvertes que je ne pouvais même pas imaginer dans ma tête. De petites blagues de campagne. Quoi d'autre? Les parcours de transgenre aussi, qui m'a changé, je dirais, positivement. Alors, quand les personnes arrivent, il y a l'ouvre-porte automatique. Donc, ils ouvrent eux-mêmes souvent ou ils sonnent, on ouvre ici. Donc, quand ils arrivent, c'est l'autonomie. Donc, du coup, ils ouvrent la porte. Il y a une personne, soit c'est un volontaire ou c'est un acteur, qui fait l'accueil ici, donc qui accueille la personne ici. Donc, souvent, les personnes ils disent j'ai un rendez-vous, sinon ils n'ont pas rendez-vous, ils disent je suis venu faire un dépistage ou un suivi prep. Donc, du coup, on prend leur date de naissance ou prénom fictif. On dit aux personnes de s'asseoir dans les salons, tu vois. Souvent, il y a d'autres salles d'attente, mais moi, je dis dans les salons. Je suis parti du Mali, comme beaucoup de migrants qu'ils ont fait. Je fais le Sahara, la mer, et je suis arrivé en Italie. Donc, je fais presque 11 mois en Italie. Après, je suis venu en France. Comme j'étais en contact avec Bruno Spir, il m'a dit, une fois en France, je peux venir à Marseille. Et je suis venu à Marseille. Au début, il m'a aidé, il m'a hébergé. Après, je disais, Bruno, je cherchais un espace ou une association qui est tenue par les migrantes LGBT, des personnes migrantes LGBT. Quand Moussa rejoint Aide Marseille, il a déjà des années de prévention dans les jambes. Après son arrivée en France en 2016 et 3 années en tant que volontaire à Aide, l'idée fait son chemin. Et avec un peu de bouche à oreille au fil des actions, son compte WhatsApp s'emballe. Groupe Migrants, c'est un groupe que j'ai créé en 2019 quand j'étais volontaire. C'est un groupe qui est créé par une personne migrante LGBT pour les personnes migrantes LGBT. Donc c'est un espace où les personnes puissent parler de leur sexualité, de leur parcours, sans tabou, sans jugement. L'idée de Moussa, c'est d'éviter qu'une personne ait besoin de raconter de nouveau tout un parcours, souvent traumatique, à des inconnus. Moussa propose des conversations informelles, des groupes de parole, des rendez-vous psy, mais aussi un atelier corps et immigration conduit main dans la main avec un chorégraphe. Cet atelier où respect et confidentialité sont les maîtres mots, c'est aussi un premier pas vers d'autres espaces de Aide Marseille. Depuis l'atelier corps et immigration, les participants et participantes sont à 2 poignées de porte d'un dépistage, d'une consultation avec un spécialiste. D'autant que les personnes migrantes d'origine subsaharienne sont fortement exposées au VIH lorsqu'elles arrivent en France, faute d'accès aux soins. Quand tu parles du sida, tout le monde part en courant. Donc, il ne faut pas qu'on mette le VIH en avance, il faut qu'on mette un espace en avance. On vient pour cet espace, mais on profite de faire notre dépistage. Chez nous, la convivialité, ça renforce beaucoup les liens entre les personnes. Donc, même les personnes ils viennent sur l'espace et qu'ils prennent même un café, un thé, quelque chose avec nous, c'est vraiment quelque chose de très grande valeur chez nous. Et le jour où tu te sens que tu as envie de parler, tu parles. Si tu n'as pas envie de parler, c'est pas grave. Parce qu'on sait que parler de la sexualité, parler des rapports sexuels, c'est vraiment pas facile pour la communauté subsaharienne. Donc, on ne met pas la pression. On fait en sorte vraiment que les personnes se sentent bien. Donc, tout ce qui est spécialiste, on a tous les spécialistes, consultation spécialiste, c'est en haut, au premier étage. Donc, sexologue, addictologue, psychologue, gynéco, assistant social, c'est tout en haut. Voilà. Donc, tout se passe en haut. Donc, quand les personnes arrivent, ils disent que j'ai un rendez-vous, nous, on va les mettre présents. Les spécialistes vont voir leur ordinateur que la personne est là. Ils viennent chercher la personne. Moussa accompagne aussi les personnes migrantes dans les demandes d'asile et l'ensemble des démarches administratives de santé et de prise en charge sociale. Permanence juridique, permanence de santé sexuelle, service d'addictologie, prescription de la PrEP, simulation d'entretien avec la Cour nationale du droit d'asile, l'action de l'association est plurielle pour lutter contre le VIH-Sida. Aide essaie d'agir sur les facteurs de vulnérabilité des personnes parce que ce sont ces facteurs qui entravent l'accès aux soins et favorisent les épidémies.
Depuis qu'on a créé l'espace, la plupart des personnes qui ont fait des dépistages, on a eu une majorité de personnes qui étaient séropositifs, qui ne savaient pas. Donc du coup, c'est grâce à la création du groupe que ces personnes ont eu accès au dépistage, parce que parmi ces personnes, il y a des personnes qui ne voulaient pas y aller faire de dépistage dans les d'autres CEGID. Les CEGID sont des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic pour le VIH, mais aussi pour les infections sexuellement transmissibles comme la chlamydia, la gonorrhée ou les hépatites. Parce qu'ils ont eu peur. Même moi, quand je suis arrivé en France, je pensais qu'il y avait un bouton quand je vais dans les endroits de dépistage comme dans le CEGID. Dès que je dis que je suis sans papier, il y a un bouton qu'ils vont appuyer et que ça va sonner sur la police qui viendra nous chercher. Donc du coup, tu peux aller au spot. Les spots, ce sont des centres de santé que Aide a créés à Paris, Nice, Montpellier et Marseille. Ces lieux proposent une offre globale en santé sexuelle pour faciliter l'accès au dépistage, aux consultations en addictologie, en psychologie, en sexologie. Tu n'as pas besoin de papier, ni rien, et personne ne va appeler la police. Tu fais tes prélèvements, même si tu ne donnes pas ton prénom, on te crée un numéro anonymat, donc tu fais tes dépistages. Si c'est positif, on vous accompagne dans les hôpitaux, donc tu prends les traitements, et même si tu n'as pas de papier, c'est pas grave, Aide, il s'en occupe de tout ça. On est en partenariat avec des services infectiologie, donc la prise en charge sera facile, même si la personne n'a pas de AME ni sécurité sociale. Aujourd'hui, les droits des personnes migrantes sont menacés. Moussa m'explique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse parfois de renouveler des cartes de séjour, en sachant pertinemment qu'un retour au pays d'origine est parfois synonyme d'un arrêt des traitements. Et en plus des titres de séjour pour soins, vous avez aussi l'AME, l'aide médicale d'État, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes en situation irrégulière au regard de la loi d'accéder à des soins. Et ça, c'est remis en question tant par la loi dite Darmanin, la loi Asile et Immigration, que par le Rassemblement national. En fait, c'est toute la droite française qui interroge désormais ce droit. Pour rappel, selon un rapport du Sénat, l'AME représente 0,5% du total des dépenses de santé en France. Les virus n'ont pas de frontières, la misère n'a pas de frontières, et les personnes qui viennent ici pour se faire soigner, c'est parce qu'ils sont rejetés où ils sont. Il y a longtemps que la lutte contre le sida s'est internationalisée. L'épidémie ne connaît pas de frontières. C'est la raison pour laquelle, en 2008, Aide a participé à la création de Coalition Plus, une union qui réunit maintenant une quinzaine d'associations membres de lutte contre le VIH-Sida à travers le monde et une centaine d'associations partenaires. En l'espace de 40 ans, c'est tout un monde qui a été bouleversé par l'épidémie du sida et par les actions pour lutter contre son essor. La relation médecin-patient, le rapport à la douleur, à la famille, à la mort ne seront plus jamais les mêmes. Aujourd'hui encore, Aide somme les pouvoirs publics de s'exprimer, de prendre leurs responsabilités. Il y a encore plein de gens qui ne connaissent pas et qui n'adoptent pas les comportements, la PrEP, qui vont pas se faire dépister, si bien que le virus continue à se propager. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à la fin de l'épidémie. Et ça, il faut le faire comprendre aux politiques, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que c'est une épidémie des années 80. Certes, ça a commencé dans les années 80, mais c'est pas parce que ça a commencé dans les années 80 que plus personne ne s'infecte et que ça va s'arrêter. Aujourd'hui, on a tous les outils nécessaires pour mettre fin à l'épidémie. On peut connaître gratuitement son statut sérologique et se faire prescrire la PrEP par son médecin, utiliser le préservatif et, quand on vit avec le VIH, prendre un traitement qui rend la charge virale indétectable et donc intransmissible. Ce qui manque, ce sont les moyens d'informer sur tous ces outils, permettre d'en généraliser l'accès et contrer la sérophobie qui persiste. Selon une étude de l'IFOP, seulement 46% des Français et des Françaises continueraient à avoir des rapports sexuels avec une personne si elles apprenaient sa séropositivité. Et malgré toutes les connaissances scientifiques qui ont été largement partagées sur le sujet, le milieu médical contribue parfois aussi à cette stigmatisation. On a encore des rejets de dentistes, on a encore des rejets des gynécologues. Donc, le combat continue. Le combat continue, et du côté d'Aide, les avancées se mesurent autant à l'échelle de la société qu'à celle des personnes qui sont accueillies. Par exemple, quand on accueille des personnes nouvellement contaminées ici, quand elles arrivent au groupe de parole, on les voit recroquevillées, on les voit presque pleurer. Et à la deuxième accueil, c'est le sourire, c'est la vie, on voit la vie vraiment changer. Et ça donne envie de continuer à militer à Aide.
En ce moment, l'association Aide collecte des dons pour faire progresser le dépistage et la prévention du VIH/SIDA. Ces dons, ils sont défiscalisables et ils sont surtout essentiels pour soutenir la lutte contre la maladie. Ça se passe sur le site aide.org. Aide, ça s'écrit AIDS. Merci à Mathis Grosso pour cet épisode, fabriqué en partenariat avec l'association Aide et réalisé par Clément Morel. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et Camille Codor. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.